De la forteresse médiévale au musée d'art, le palais du Louvre a connu 8 siècles de transformations incarnant l'histoire de France. À la fin du XIIe siècle, avant de partir en croisade, le roi Philippe Auguste construit une puissante forteresse de plan carré, à la jonction entre la Seine et l'enceinte de Paris, pour en protéger l'accès. Elle devient le signe de l'affirmation du pouvoir royal, servant tout à la fois de protection, de prison et d'abri pour le trésor royal. Un siècle et demi plus tard, la nouvelle forteresse du Louvre, désormais intégrée dans la ville, protégée par une nouvelle enceinte, est transformée en résidence royale par Charles V. Le roi y installe sa fameuse librairie, sa collection de joyaux et de manuscrits rares. Mais le XVe siècle et la guerre de Cent Ans voient l'éloignement des rois de France de Paris au profit du Val-de-Loire. C'est François Ier qui décide, à son retour de captivité de Madrid en 1527, d'en faire sa résidence principale et qui lie pour de longs siècles la puissance de la couronne à la capitale. Surgit alors le Louvre de la Renaissance, débarrassé de sa grosse tour médiévale et de sa fonction défensive. Et Henri II mène à bien la transformation du vieux palais avec Pierre Lescot et Jean Goujon. Les derniers Valois résident de plus en plus au Louvre, qui sert de cadre aux fêtes, mais aussi au drame. Le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 se déroule aux portes du palais, comme partout dans Paris. Catherine de Médicis initie la construction et l'aménagement pour son usage personnel du palais des Tuileries et de son jardin, alors en dehors de l'enceinte de la ville. Pour réunir ce palais et celui du Louvre, Henri IV fait construire la galerie du bord de l'eau. Cet édifice, long de 460 mètres, est le bâtiment le plus long alors jamais construit dans Paris. Les collections d'antiques royales y prennent place et des artistes commencent à y être logés. C'est la première étape d'un ambitieux projet poursuivi par ses successeurs bourbons, le Grand Dessin, où l'art d'État élit domicile dans le Palais des Rois. Ainsi, au début de son règne, Louis XIV donne à la cour carrée son ampleur actuelle et fait achever la façade orientale par Claude Perrault. Il agrandit le palais des Tuileries où il va résider avant de s'installer définitivement au château de Versailles et délaisser le Louvre, qui demeure néanmoins la résidence de nombreux artistes et marchands, ainsi que le siège des académies. Au XVIIIe siècle s'y tient le Salon, manifestation qui réunit tous les 2 ans les œuvres des élèves de l'Académie royale de peinture et de sculpture, désormais soumis à la critique d'art, dont Diderot est le précurseur. La foule s'y presse tandis que les Lumières réclament à corps et à cri la création d'un muséum royal des arts où le public aurait accès aux collections des souverains, sur le modèle des musées qui fleurissent un peu partout en Europe. Un grand projet voit le jour à la fin de l'Ancien Régime, grâce à Louis XVI et le comte d'Angivillers, mais il n'est concrétisé qu'en 1793 par la création du Muséum central des arts, alors que le Louvre et les Tuileries sont rendus à la politique après la chute de la monarchie. La nouvelle institution a vocation à devenir un musée universel, accueillant le fruit des conquêtes révolutionnaires puis napoléoniennes. Avec Vivant de nom, le Louvre devient le musée Napoléon. L'empereur s'est installé aux Tuileries et malgré les restitutions opérées durant la Restauration, le Louvre conserve son caractère de musée universel. En effet, depuis le début du XIXe siècle, le musée accueille un nombre d'œuvres toujours croissant et se diversifie. Des antiquités assyriennes au musée des souverains, de la galerie Campana à la section égyptienne. Pour mener à terme le chantier de réunification du Louvre et des Tuileries, Napoléon III démultiplie les constructions en créant de nouvelles ailes de part et d'autre de la cour Napoléon. Il double la surface du Louvre et achève ainsi le Grand Dessin.
Palais des rois et des empereurs, siège de certaines heures glorieuses ou tragiques de l'histoire de France, le Louvre est devenu, grâce à ses dirigeants, du Moyen Âge au XIXe siècle, le temple des arts qu'il est encore aujourd'hui.